Paroles de femmes. Cette semaine, nous parlons d'un sujet qui va vous intéresser, j'en suis sûre. Nous allons parler de la sexualité et nous sommes avec notre invitée Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour à tous. Bonjour. Donc Rachel, puis attends, je vais revenir à toi Rachel, mais je tiens à souligner quand même la présence d'Yveline. Bonjour Yveline. On parlait de sexualité et Yveline rapplique sur le plateau de Paroles de femmes. Tu vois l'étiquette que tu me donnes. Et j'en profite. Non, c'est super de t'avoir sur le plateau de Paroles de femmes. Ravie. On aimerait bien que tu viennes nous voir un peu plus souvent. Et nous avons Nadine qui est là. Bonjour Nadine. Bonjour Annabelle. Très bien. Ça va super bien. T'es contente? Écoute, Motivée? dans la En feu? En feu. Encore? T'as pas l'air là, hein, comme ça. Et donc Rachel, tu vas être avec nous toute cette semaine Avec pour grand nous plaisir. parler de sexualité. Tu es pasteur, thérapeute et sexologue. Et la sexualité, c'est un sujet que tu aimes beaucoup partager pour pouvoir aider les femmes. Donc je te laisse te présenter en fait. C'est ça, donc je suis mariée avec Éric Dufour, depuis presque 28 ans cette année. Nous avons 5 fils. Wow. Félicitations. Nathan, Ruben, Dan, Adam, Élie, je vous embrasse si vous regardez un jour, qui sont entre 20 ans et 26 ans et demi, donc ça change bientôt, donc voilà, ils sont grands maintenant. 3 de nos fils sont mariés, j'ai 3 belles filles pour l'instant, 3 seulement pour l'instant, qui sont super, Marie, Madison et Madeleine, que j'embrasse aussi. Et voilà, et donc ça fait 28 ans qu'on sert ensemble, effectivement, dans le cadre de notre ministère. Je travaille beaucoup avec les femmes et le sujet de la sexualité est arrivé sur la table de très souvent. Et donc, je me suis formée, éduquée, appris pour pouvoir aider les femmes. C'est un sujet tellement important et je pense qu'il est temps d'en parler comme Dieu le veut. Et tu as écrit un livre. Oui, c'est mon dernier bébé. Hourra pour le Vajayjay, Oui. qui est sorti récemment. Oui. Et c'est un livre que tu as écrit, tu l'as raconté rapidement dans Bonjour chez vous, mais est-ce que tu peux raconter un petit peu l'histoire de ce livre pour nos téléspectatrices de Paroles de femmes? Hourra pour le Vajayjay, je voulais que ça soit une célébration de la sexualité des femmes. Donc Vajayjay veut dire vagin, c'est un petit mot joli pour dire vagin qui va marcher dans toutes les langues. Et en fait, nous avons perdu 6 filles avec 6 fausses couches. Et le livre contient ce que j'aurais dit à mes filles si elles étaient nées. Donc en fait, c'est une conversation que je vais avoir avec la lectrice sur la sexualité. J'aime pas forcément écrire. Donc dans notre famille, l'écrivain c'est Éric, mais c'est moi à qui Dieu a demandé en premier d'écrire ce livre. J'ai un peu traîné la patte quand il m'a demandé. Je cherchais des ressources pour pouvoir dire à mes patientes de pouvoir lire des livres et j'ai jamais trouvé le livre qui convenait exactement avec ce que je recherchais. Et Dieu m'a dit, mais c'est toi qui dois l'écrire. Et j'ai dit, oh ben non, je sais pas trop. J'ai traîné la patte pendant un moment, de longs mois. Et un jour, au travers d'une dame dans une conférence, on donnait une conférence avec Éric et une dame est venue me voir en me disant, c'est bizarre, je vous connais pas, mais j'ai un mot de Dieu pour vous qui fait aucun sens. Et elle me regarde, je lui dis, bah, donnez-moi le mot de Dieu pour moi. Elle me regarde, elle me dit, ton livre. J'ai dit oui Seigneur, j'ai entendu. Et après, quand on est rentré chez nous, Éric a réservé un chalet dans la montagne pendant 5 jours. Et en 5 jours, j'ai terminé le livre. Wow. En écrivant 9 heures par jour, c'était C'est fou. téléchargé d'en haut. On en rêve tout, hein. Mais sérieusement, Oui. j'ai senti que Dieu me le donnait, je l'ai écrit. Et voilà mon 6e bébé. Eh bien, félicitations, Merci. parce que c'est un livre qui va faire beaucoup de bien à beaucoup de femmes. Et pour commencer cette semaine, on va parler des clés, des secrets, les fameux secrets pour une sexualité épanouie, puis un petit peu aussi replacer la sexualité dans son cadre. Qu'est-ce que réellement la sexualité? Voilà, c'est ça la clé en fait. On va la replacer dans le cadre divin en fait, que Dieu avait prévu. La sexualité est d'abord spirituelle, puis émotionnelle et seulement après physique. Et on a trop perdu de vue ça. Je crois que ça c'est une phrase qu'Éric dit souvent, mais c'est vrai, l'Église doit être l'endroit où on parle le mieux de sexualité. Trop longtemps, on a dit dans les églises, vous ne devez pas coucher avant d'être marié, hein. Point. Oui. Bah, je sais pas moi, quand on est ado, qu'on nous dit t'as pas le droit de faire ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On le fait. Voilà, de toucher. Et on a présenté la sexualité comme si elle était soumise à une loi morale, alors qu'en fait, elle est soumise à une loi naturelle que Dieu a créée. Donc, il y a des conséquences qui sont attachées à la sexualité. Il y a un cadre sécurisé que Dieu a prévu. Oui, la sexualité, la pratique de la sexualité est réservée pour le mari et la femme, parce qu'il y a la sécurité de l'alliance ici. Mais en fait, la sexualité se construit en nous dès la naissance. Nous naissons en tant qu'êtres sexués. On est petite fille ou petit garçon. Et elle se construit à l'intérieur de nous tout au long de notre vie. Et à l'intérieur du cœur de chaque jeune fille au monde, quelle que soit notre culture, quel que soit notre arrière-plan, quelle que soit notre compréhension
de Dieu même, eh bien, on a à l'intérieur de nous une notion d'une ligne rouge que l'on ne veut pas dépasser au niveau physique, sexuel, avant d'être en sécurité avec celui avec qui on va construire notre vie. Encore une fois, hein, même si on n'a pas de notion de mariage et de Dieu, je l'ai testé partout dans le monde, on voyage beaucoup avec Eric, on a cette idée de je ne veux pas aller plus loin que ça. Vous voyez ce que je veux dire, mesdames? Oui. Cette ligne rouge, je ne veux pas dépasser, par exemple, ça peut être bien sûr tout ce qui est organes sexuels et hors limite, mais ça peut être je ne veux pas qu'il m'embrasse fougueusement dans un endroit où on va être seul, parce qu'évidemment, ça va dégager, ça va ouvrir sur d'autres choses. Voilà. Ça peut être, je ne voudrais pas qu'il touche ma peau nue sur les épaules, etc. Parce que pour moi, c'est très intime et très sensuel. Donc, je préfère qu'on attende pour ça. Et donc, en fait, on a cette notion dans le cœur de chacune d'entre nous. Si cette ligne rouge est dépassée avant qu'on soit dans la sécurité de l'alliance, parce que la sexualité est soumise à une loi naturelle, il va y avoir 3 conséquences qui vont s'entraîner. Je ne vais pas vous les donner toutes, elles sont dans le livre, vous les trouverez là. Mais la dernière conséquence, c'est que le désir sexuel chez la femme, quand elle est mariée, diminue de façon dramatique. Ah oui. Et on se retrouve avec une jeune femme ou une femme qui, quand elle n'était pas mariée, sentait son désir sexuel vraiment activé. Et là, ce qui est bien, c'est beau, Dieu l'a créé. Et puis elle se retrouve d'un seul coup avec plus de désir pour son mari. Ça rend la vie compliquée. Donc c'est pour ça que le cadre est important et respecter cette fameuse ligne rouge. Il faut qu'on apprenne aux jeunes femmes à la communiquer à leur chéri. Oui, parce que c'est vrai que bizarrement, quand on voit des jeunes, des couples fiancés, un des dilemmes souvent, c'est comment faire pour résister. C'est vrai. Et puis un des dilemmes qu'on retrouve dans le mariage, c'est comment faire pour avoir une vie sexuelle. Et t'es là, mais c'est ridicule. quand tu étais fiancée, tu brûlais sur place, et là tu meurs sur place quand tu es mariée. Qu'est-ce qui s'est passé? La ligne rouge. Exactement, tu viens de résumer. On ne peut pas empêcher nos mains de toucher l'autre avant le mariage, et puis la ligne rouge est franchie trop tôt, parce que justement, tout ça c'est bon. Pourquoi c'est bon? Parce que Dieu l'a voulu. Et après on a l'impression que le feu s'est éteint. Donc, les jeunes, attendez, vous aurez une sexualité bien plus épanouie après. Donc, encore une fois, la première étape, c'est le contexte et le cadre pour découvrir la sexualité. Et là, on parle de la sexualité, mais avant l'émission, tu disais, c'est super parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Voilà. Tout le monde est concerné. Et peut-être toi, Nadine, tu pourrais peut-être nous éclairer sur ce sujet. Mais par rapport à la culture, est-ce que la sexualité, c'est quelque chose de culturel ou c'est quelque chose de pas culturel? En fait, c'est à toi, Rachel, que j'ai envie de demander ça parce que justement, avant l'émission, on parlait de ton arrière-plan et je me suis dit justement que les gens qui nous écoutent, parce que MCTV, on est diffusé partout, dans le Maghreb, dans l'Afrique centrale et puis un petit peu partout dans la francophonie. Et justement, parce que notre arrière-plan, c'est notre vision des choses est aussi culturelle. La façon dont on a été élevé par rapport à la sexualité. Mettons ici en Occident, c'est très exposé. On en parle à l'école, on en parle un petit peu partout. Et dans d'autres contextes, c'est un peu tabou. Alors, comment faire justement pour être épanoui justement dans ce que tu dis si nous-mêmes, on a grandi dans un contexte où c'était interdit même d'en parler, pas d'agir dessus, parce que là, on est d'accord que c'est réservé au mariage, mais si on n'en a même pas parlé avant, comment aborder ça justement? J'aime beaucoup que tu me poses cette question, parce qu'en fait, on a vécu en Asie, donc on a une partie de notre culture asiatique, et puis en fait, ta belle couleur de peau, moi je l'ai à l'intérieur, parce que ma mère est née au Burkina, et elle a grandi au Burkina, donc je suis à moitié burkinabé, même si ça ne se voit pas. J'ai élevé nos enfants dans un boubou sur le dos, les 5 petits étaient sur mon dos jusqu'à ce qu'ils marchent. Et donc je comprends bien ce besoin d'aborder avec une culture différente. C'est vrai que dans certaines cultures, on n'en parle pas. Moi j'ai des amies qui viennent d'Afrique, etc., elles me disent toi, la blanche, tu vas pas nous apprendre, nous, on est bonne au lit. J'aime bien quand elle me dit ça, parce que je dis, viens, on en discute, raconte-moi ce que ça veut dire. Explique-moi ce que ça veut dire pour toi. Nous, les femmes africaines, on est bonnes au lit. Il n'y en a aucune qui va jusqu'au bout de la conversation. Donc, en fait, encore une fois, la culture de la Bible est supérieure à notre culture. C'est vrai qu'on va l'aborder avec délicatesse, en fonction de notre culture, mais on va revenir à ce que la Bible dit. Et la Bible dit que la sexualité est bonne, c'est Dieu qui l'a créée. Il ne faut pas se tromper. Dieu a créé Adam et Ève. Ils sont devenus un. Ça veut dire quoi? Que sexuellement, ils se sont connus. D'ailleurs, quand l'expression connue, ça veut dire qu'ils ont eu une relation sexuelle. Et Dieu a vu que c'était bon. Et en plus, quand on regarde le côté spirituel de la relation sexuelle, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Je vais plus loin. L'orgasme est un aperçu de l'éternité.
Peut-être que je vais choquer des téléspectatrices, mais c'est vrai. En fait, le moment... Alors, si vous êtes choqués, c'est le moment de rester. Voilà, restez, parce qu'on va expliquer. Pourquoi c'est pas choquant, en fait? Et oui, parce qu'en fait, tout au long de la relation de Dieu avec nous dans la Bible, on voit qu'il interagit avec nous comme un mari. Souvent, Dieu parle d'un mari qui a été trompé, quand son peuple regarde ailleurs et adore d'autres dieux, etc. Et puis, quand on avance dans la Bible, on passe du Dieu créateur au Dieu maître qui sort son peuple d'Égypte, à Jésus, le frère, l'ami. Et Jésus revient comme un fiancé, comme un mari. Encore une fois, le moment, il vient chercher son épouse, c'est nous l'épouse. Le moment où on va devenir un avec lui, qu'est-ce qui se passe quand le mari et la femme deviennent un? Mais il y a une relation sexuelle pour que le corps devienne un, l'âme devienne un et l'esprit devienne un. Donc, le moment de l'orgasme entre le mari et la femme, encore une fois, on est dans le cadre du mariage, le moment de l'orgasme entre le mari et la femme est un avant-goût de l'éternité, nous donne un avant-goût de cette fusion qu'on va avoir avec Christ et avec Dieu quand on sera au ciel. Donc, on ramène le côté spirituel, c'est très beau la sexualité. Quel que soit notre arrière-plan culturel, que ça soit plutôt tabou, plutôt caché, etc. Si on revient à ce que la Bible enseigne, on veut le remettre dans la lumière de façon pure, bien sûr, mais quand même se réapproprier ce cadeau que Dieu nous a donné. Donc tu parles d'orgasme, mais il serait peut-être bien, je pense, de définir, parce que c'est rare que le dimanche matin, il y ait une prédication sur ça. Donc c'est le moment, je pense, pour donner les bons mots, mettre des mots sur des éléments de la sexualité, mais les expliquer, et puis comment le vivre, comment l'expérimenter. C'est ça. Une sexualité épanouie, ça se repositionne donc au niveau spirituel d'abord. Quand le mari et la femme font l'amour, leur esprit connecte, leur âme connecte, leur corps connecte. La sexualité, la Bible nous le dit, vous pourrez trouver dans le livre, et j'en parle dans plusieurs autres émissions, ce verset qui dit que l'homme doit rendre à sa femme ce qui lui est dû. En fait, si on creuse dans la traduction, c'est l'homme doit s'occuper du plaisir sexuel de sa femme et ensuite, elle s'occupe du plaisir sexuel de son mari. Si on regarde la description de la nuit de noces dans le Cantique des Cantiques, vous verrez que c'est le mari qui s'occupe de sa femme, il l'embrasse, il part du front, il descend jusqu'à découvrir son corps tout entier. C'est le mari qui s'occupe sexuellement de sa femme et elle s'occupe de lui après. C'est l'ordre biblique. Le mari s'occupe sexuellement de sa femme en premier. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait orgasme, chez la femme, il va falloir qu'elle apprenne le chemin de l'orgasme. C'est plus compliqué chez la femme. Chez l'homme, il va voir sa femme nue, par exemple, ou même suggérer, pouf, il a une érection et en quelques minutes, il peut y avoir une éjaculation, donc un orgasme chez l'homme. C'est beaucoup plus rapide parce que c'est très visuel. Chez la femme, c'est émotionnel. Donc, il va falloir que toutes les planètes soient alignées, que la vaisselle soit faite, que la journée était bonne. C'est vrai ou pas, mesdames? Là, il y a des hommes qui disent « Ah, m'en parle pas ». Que je me sente pas, que mes cheveux, ça aille aujourd'hui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Chez la femme, c'est un peu plus long. Le chemin de l'orgasme, ça prend chez la femme. En fait, ça commence dans la tête. Déjà, il faut aussi casser le mythe de l'orgasme, c'est facile, spontané, instantané, et d'un seul coup, le ciel va s'ouvrir et des feux d'artifice vont sortir. Ah non, c'est pas tout à fait ça. Un jour, on travaille avec Eric, avec un couple qui, dans un cadre missionnaire, qui nous ont demandé un rendez-vous en urgence. Et donc, vous savez, dans le cadre missionnaire, un rendez-vous en urgence, ça peut être plein de traumatismes différents. Donc, nous, on était en mode, OK, qu'est-ce qu'on va rencontrer comme trauma grave, quoi, parce qu'on a vu des choses lourdes. Et ils s'assiedent devant nous, et ça faisait quelques mois qu'ils étaient mariés, et ils avaient vraiment le visage inquiet. Et elle me dit, j'arrive pas à avoir un orgasme, je suis pas une femme. L'air paniqué, ouais, mais sérieux, quoi. Oui, c'était lourd. Et puis donc, comme c'était pas la première fois que j'entendais ça, j'ai essayé de pas sourire, mais tu vois, d'avoir de la compassion, c'est terrible de penser ça. Et donc, je lui dis, OK, décris-moi ce que tu ressens quand vous faites l'amour tous les deux. Et voilà ce qu'elle me décrit. Elle me dit, ben, tu vois, je commence à avoir chaud, mon cœur s'accélère, ma respiration s'accélère, je sens les muscles de mes jambes qui se tendent, ma tête part en arrière, je sens des contractions dans mon vagin, mais j'arrive pas à avoir un orgasme. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé chez elle? Un orgasme? Ben oui, voilà. Elle venait de me décrire un orgasme, mais dans sa tête, le plafond devait s'ouvrir et il devait y avoir un feu d'artifice avec les anges qui jouent du violon. Voilà. Donc, il faut aussi comprendre que l'orgasme a plusieurs niveaux. Je viens de vous décrire le niveau mécanique. Donc, au niveau mécanique, effectivement, toutes ces choses-là se mettent en route. Les contractions sont spontanées, non contrôlées. Ça déclenche un cocktail d'hormones dans le corps qui vont donner ce sentiment d'apaisement. Oh là là, ça fait du bien. Voilà, c'est ça l'orgasme. Il peut y avoir plusieurs vagues d'orgasme, on en reparlera sans doute, mais l'orgasme au niveau physique, ça ressemble à ça.
Mais pour y arriver, il faut que la femme se donne la permission dans la tête d'y aller. Et donc, l'orgasme, pour qu'il soit réalisable, hein, il faut que la femme passe par 4 étapes, 4 portes. Dans la tête, elle doit se donner l'autorisation et cultiver l'envie. J'ai une phrase que j'utilise beaucoup en conférence, l'appétit vient en mangeant, mesdames. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément envie d'une relation sexuelle avec son mari parce qu'on est fatigué, parce que les étoiles sont pas alignées, etc. Mais si dans sa tête, on se dit, bah si, parce qu'en fait, spirituellement, c'est une façon de rester protégé, c'est une façon de connecter avec mon mari, on en a besoin. La Bible est claire là-dessus, hein. Ne vous privez pas l'un de l'autre, sinon c'est pour jeûner ou prier, parce que sinon le diable a un accès à votre couple. Excusez-moi, mais c'est suffisamment motivant pour se dire, pour combattre le j'ai mal à la tête. Quoi, hein. C'est le vrai combat spirituel, voilà, en fait. c'est ça. Il y a plus difficile. Hein. Mesdames, faites l'amour avec votre mari parce que vous êtes protégés spirituellement. Dans ce cadre-là. Donc, quand encore une fois, on aborde la sexualité avec le côté spirituel, eh bien, on peut se dire dans la tête, OK, qu'est-ce qui va me tourner on? Qu'est-ce qui va me déclencher du désir sexuel dans ma tête? Ça, c'est un bon exercice à faire, mesdames. Réfléchissez à ce qui, des fois, vous avez eu envie de votre mari, qu'est-ce qui s'était passé? Peut-être qu'il avait fait la vaisselle, ben dites-le lui, quoi. Je vous assure que ça va le motiver. Oui, souvent, on donne un exemple d'une femme comme ça qui a vu son mari faire la vaisselle et ça l'a tellement séduite qu'elle lui a sauté dessus dans la cuisine et qu'elle lui a fait l'amour dans la cuisine là. Et après, il a dit qu'est-ce qui s'est passé? Il a jeté le lave-vaisselle. Et c'est marrant Le gars, il faisait la vaisselle tous les jours. Voilà, c'est ça. Et puis après quand on utilise cet exemple en conférence, les hommes nous écrivent en disant ouais, j'ai fait la vaisselle, ça n'a pas marché. Ok, mesdames, qu'est-ce qui marche pour vous? Si pour vous, c'est qu'il fasse la vaisselle ou qu'il fasse de la musculation devant vous ou qu'il sente une odeur spéciale ou qu'il soit tendre avec vous, qu'il vienne vous embrasser dans le cou. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui, dans votre tête, déclenche l'envie sexuelle? Est-ce qu'il faut en parler, le communiquer, ou alors attendre que ça se passe? Et non, parce que ça aussi, c'est voilà, il ne peut pas deviner. Vos hommes sont peut-être très bien, le mien, il est très bien, mais des fois, il a besoin qu'on lui dise. C'est un faux mythe que de penser, si tu m'aimais, tu devrais savoir. Okay. Si vous avez trouvé ce qui marche pour vous, dites-le lui. Je suis sûre que ce sera tellement plus simple. Voilà. Déjà, vous êtes sûr qu'il le fera comme ça marche. Et puis, il ne va pas être contre. Dites-le lui. Tu sais, quand tu fais la vaisselle, n'abusez pas. Hein, c'est pas pour lui faire la vaisselle. Okay. C'est clair, le chantage. Pas de chantage au sexe. Mais oui, on communique. Et puis ensuite, la porte numéro 2, c'est la bouche. Il y a un lien, une connexion directe entre la bouche et le vagin. Oui, chez les hommes, c'est entre le pénis et le cerveau. Chez les femmes, c'est entre la bouche et le vagin. C'est vrai, les yeux stimulent l'organe sexuel des hommes. La bouche stimule le vagin. Donc, les baisers langoureux, à la française, c'est-à-dire avec la langue bien mouillée, bien passionnée. Vous voyez ce que je veux dire hein? Le baiser passionné va activer les lubrifications au niveau du vagin. Parce que cette porte du vagin, il va falloir qu'elle s'ouvre pour qu'il y ait concrètement rapport sexuel et donc pénétration. Et donc, passez du temps à vous embrasser. Dans les études scientifiques, on dit qu'il faut s'embrasser au minimum 9 fois par jour, à la française. Pourquoi? Parce que ça maintient le même nombre de bactéries dans la bouche l'un de l'autre. Et donc nos corps font un... C'est romantique. C'est romantique. On se lave bien les dents. Faisons un échange de bactéries. Un échange de fluides, de bactéries. Voilà. Mais quand on maintient la même poule de bactéries, la même... Ouais, vous comprenez. Merci, m'aider avec le français. La même quantité et les mêmes styles de bactéries, en fait, nos corps font un. Ça fait partie de nos corps s'habituent l'un à l'autre. Ok. Et donc, voilà, on passe par la bouche. Ensuite, c'est la poitrine. La poitrine est aussi très stimulante et alors, ça stimulante pour les hommes. Hein. La Bible le dit, hein, que les hommes doivent se réjouir des seins de leurs femmes. Donc, c'est biblique. Voilà, il y a une fascination des hommes pour la poitrine. Dieu l'a prévu ainsi. Donc, quelle que soit d'ailleurs la taille et la forme de la poitrine, c'est le moment d'en parler aussi. Hein. Quelle que soit la forme et la taille, peu importe, puisque Dieu a créé votre corps pour celui de votre mari. Donc, pas de fausse idée. Ah, il faut que ma poitrine soit comme ci, comme ça pour que ça marche. Non. Votre corps, il est fait pour lui et ses yeux vont apprendre à aimer ou aimer naturellement votre poitrine. Mais laissez-le embrasser votre poitrine, laissez-le caresser votre poitrine parce que vous, ça va vous mettre en jambe aussi. On ouvre des portes jusqu'à, bien sûr, le vajayjay, le vagin, qui va être la dernière partie à stimuler pour pouvoir atteindre l'orgasme. Au niveau du vagin, on a le clitoris. Vous savez que le clitoris, c'est le seul organe que Dieu a créé qui a un seul but dans notre corps. C'est le seul. Les hommes n'en ont pas, messieurs. Désolée pour vous. Donc ça ne sert qu'à ça. Ça ne sert qu'au plaisir.
si Dieu a mis une partie dans le corps de la femme qui ne sert qu'au plaisir, est-ce que ça ne voudrait pas dire que la femme, elle a droit au plaisir et c'est même un objectif qu'elle doit rechercher. Pour que la femme et le mari aient une relation sexuelle épanouie, donc qu'ils soient protégés spirituellement, donc qu'ils soient connectés émotionnellement, il faut que la femme ait du plaisir et se donne le droit du plaisir. Donc là, ça change aussi la perspective qu'on peut avoir de la sexualité. C'est un devoir conjugal et que, bon, je le fais parce que je veux pas que mon mari aille voir ailleurs, faut bien satisfaire mon mari. C'est qu'en tant que femme, on a aussi Dieu nous a donné cette capacité d'avoir du plaisir dans la sexualité. Exactement. Et c'est ce que la femme doit rechercher sans pour autant, c'est pas pour ça qu'elle va devenir une nymphomane. Absolument. C'est une horreur que de dire le devoir conjugal. C'est un désir conjugal, c'est un plaisir conjugal. Je voudrais bien qu'on change cette terminologie parce que ça nous a fait trop de dégâts. Ah, le devoir conjugal, je fais l'étoile de mer, les bras et les jambes écartés, j'attends que ça se passe. C'est l'horreur. C'est l'inverse que Dieu a prévu. Il faut que la femme, elle poursuive son orgasme parce que il y a différents niveaux dans l'orgasme féminin. On va en parler, mais touchons un tout petit peu l'orgasme masculin. Il ne s'agit pas que juste d'éjaculation. Ça serait maintenir la sexualité au niveau physique. L'orgasme masculin va avoir des intensités différentes s'il est connecté avec sa femme. Les hommes ne sont pas des bêtes de sexe. Ils ont besoin de sexualité pour se sentir aimés. Ça passe par leurs yeux et c'est un moyen pour eux de se sentir rassurés. Madame, quand monsieur a envie de vous, c'est un compliment. Ça veut dire qu'il vous trouve belle et qu'il a envie d'être aimé par vous et de se sentir rassuré par vous. C'est pas une corvée, c'est un compliment. Et son plaisir va être intensifié si vous en avez. Si la femme est active et s'autorise à avoir du plaisir, le plaisir de l'homme va être intensifié même au niveau physique. Donc oui, il y a des variations dans l'orgasme masculin. Donc l'homme prend du plaisir à donner du plaisir. Exactement. L'homme prend plus de plaisir à donner du plaisir à sa femme qu'à juste en avoir lui avec une simple éjaculation. Donc c'est un service que vous faites à votre couple et à votre mari que de vous donner la permission d'aller rechercher l'orgasme. Et dans ton livre, tu parles des cycles, que les hommes aussi ont des cycles. Oui. Alors les hommes ont un cycle de 72 heures. Et nous avons un cycle de 28 jours. Cherchez l'erreur. Quel âge? Ça veut dire quoi? 72 heures. Toutes les 72 heures en moyenne, ce sont des chiffres généraux. Comme pour les femmes. Ça fait 3 jours. Comme pour les femmes, c'est une moyenne. Mais il faut bien qu'on ait juste une idée générale. Donc au bout de 3 jours, généralement, l'homme va avoir un besoin, un désir sexuel, parce qu'en fait, les testicules vont être aux plein capacité de spermatozoïdes, de spermatozoïdes, et donc il va y avoir un besoin de relâche. D'où un désir sexuel. C'est pour ça que des fois on dit les hommes, ils y pensent tout le temps. Non, c'est juste parce que c'est son cycle. C'est son cycle et Dieu les a créés comme ça. Donc avec l'âge, ça change, avec le style de vie, le stress, etc., ça change. Mais c'est vrai que 72 heures, c'est un chiffre classique. Et là, plein de femmes se disent ah ouais, je comprends pourquoi tous les 3 jours il a envie de me sauter dessus. Oui, Dieu l'a créé comme ça et c'est un compliment en fait. Bon, si jamais il n'y a pas de rapport sexuel, pour les célibataires par exemple, ou s'il n'y a pas de rapport sexuel, le corps autodétruit le stock. Et puis, on refabrique un autre. Nous, on a un cycle de 28 jours en gros. Et au 14e jour, qu'est-ce qui se passe, mesdames? L'ovulation. Quand une femme ovule, qu'elle soit mariée ou pas, eh bien, le corps relâche des hormones qui disent « s'il y avait un petit spermatozoïde dans le coin, on serait prête !» Ce qui déclenche un désir sexuel, qu'elle soit mariée ou pas. Donc, c'est vrai que les cycles sont importants. C'est important de comprendre tout ça parce qu'en fait, une des clés de la sexualité épanouie, c'est de comprendre son corps et comment notre corps fonctionne. Une autre clé, c'est de comprendre aussi que oui, alors la femme doit poursuivre l'orgasme et se donner la permission. Mais une femme a besoin d'un orgasme mécanique, c'est-à-dire le côté physique que je viens de décrire, en gros, 1 fois sur 4 ou 1 fois sur 5. Parce que elle, le fait de faire un avec son mari au niveau du corps et d'être connectée émotionnellement est une forme d'orgasme. C'est pas un échec. Voilà, c'est super important parce que ça peut mettre une pression autant à l'homme qu'à la femme. Voilà. L'orgasme, il a plusieurs formes. La forme que j'ai décrite, mécanique, donc physique, elle est formidable. C'est un cadeau de Dieu, mais les femmes en ont besoin 1 fois sur 4 ou 5. Donc, un homme, si sa femme, elle n'a pas eu le plafond qui s'ouvre et le feu d'artifice, ils se disent « Oh, j'ai pas réussi », ça crée plein de stress. Non. Ce qui compte, c'est de connecter. Est-ce que dans ces cas-là, c'est un conseil, un bon ou un mauvais conseil de dire à la femme de simuler? Non. Faire semblant. Ok, il ne faut pas simuler. Non, il ne faut pas simuler. Question. Bonne question, c'est génial. Il ne faut pas simuler, il faut en discuter et dire écoute, aujourd'hui, j'ai envie du feu d'artifice. Et donc, ils vont
Tout mettre en place. Tout mettre en place pour qu'elle ait le feu d'artifice. Et elle peut dire aussi, j'ai envie de connecter avec toi et de te donner du plaisir à toi. Et donc, l'objectif va être différent. Mais non, simuler, c'est pas une bonne idée. Parce que sinon, ça entretient ce mythe. Je dois avoir un orgasme à chaque physique. fois. Il faut redéfinir l'orgasme. L'orgasme, c'est de faire un. Au niveau spirituel, émotionnel et physique. Voilà. Donc les fluides, quand ils se mélangent, déjà, on fait un. Et puis ensuite, c'est vrai qu'en fonction des saisons, tu parles des cycles, mais en fonction des saisons de la vie, quand on est jeune marié, eh bien, on va peut-être faire l'amour 4 fois par jour, pendant la nuit de noces, et puis fréquemment, et puis on arrive à la ménopause, où les grossesses, déjà, les grossesses vont changer les hormones. On a un nid, là, on est en train de fabriquer un être humain, c'est extraordinaire. Et des fois, on a une baisse de désir, ce qui n'est pas dramatique. Et à la ménopause, les hormones changent, la sécheresse vaginale s'installe, etc. C'est vrai que le corps passe par des étapes complexes. C'est Dieu qui l'a permis aussi. Simplement, les cycles de la vie font que ça s'installe. Le secret ici, ça va être de programmer la nuit d'amour ou la soirée d'amour avec son conjoint pour pouvoir s'y préparer. Peut-être qu'il faut un bain chaud, peut-être qu'il faut acheter un lubrifiant de bonne qualité, mesdames. N'allez pas dans le cheap. Un lubrifiant de bonne qualité au moment de la ménopause pour ne pas avoir de problème de sécheresse, etc. Et programmer au moins une fois par semaine pour rester connecté, une soirée spéciale où vous allez prendre le temps de faire l'amour avec votre mari. Il n'y a pas de date de péremption avec la sexualité. Jusqu'au dernier jour, c'est le titre de mon livre, jusqu'au dernier jour, on peut rester unis à son mari. Donc même si les saisons changent, en fait, c'est de comprendre en tout cas de trouver une façon d'adapter et de vivre notre sexualité différemment selon les saisons. C'est sûr que, en tout cas, j'ai pas 50 ans, mais à 50 ans, moi, presque. Presque, moi. Moi. C'était la dernière émission. Moi, pas toi. Mais tu sais, c'est un privilège de vieillir. C'est un privilège de vieillir et de rester connecté à son mari, même quand on prend de l'âge. Non, je te laisse. On te laisse la conclusion, Annabelle. Oui. Merci beaucoup, Rachel. Vraiment beaucoup d'informations. Et ce qui est super, c'est que je suis sûre qu'il y a plein de choses que peut-être certaines femmes n'avaient jamais entendues. Puis c'est comme ça a allumé plein de lumière. C'est comme c'est ça, waouh, c'est super. Donc, allez voir votre mari et prévoyez-vous une petite nuit d'amour. Et on se retrouve demain pour Parole de Femme. Et on va parler des pratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Parce que c'est une question qui revient très, très souvent. Et aussi, on parlera des moyens de contraception. Rachel va pouvoir nous expliquer quels sont les moyens de contraception qui sont à notre disposition et comment ils fonctionnent aussi. Donc, ne manquez surtout pas cette émission. À demain dans Parole de Femme.